quel bonheur! Naviguer comme ça dans le canal du Mozambique avec cette voile latine, ce petit boutre qu'on appelle ici des dos, avec Joseph et Paolo. Il y a parfois des lieux comme ça et des circonstances où on a simplement envie de se laisser porter par le vent. Il faut dire que l'archipel de Bazaruto dégage une telle beauté hors de la mesure humaine. Ça ressemble à un fragment de désert posé comme ça sur l'océan. On a le sentiment que le soleil, la mer et le sable se sont associés pour tenter d'écrire le mot harmonie. Bonsoir. Ushuaïa Nature dans ce détroit ou ce passage mythique qui est le canal du Mozambique, qui sépare ou qui relie, selon, le pays du même nom, le Mozambique, avec une île très loin au large, l'île de Madagascar. Des eaux qui sont évidemment très riches en histoire, mais qui sont également très riches en vie, avec une faune très impressionnante, que j'espère les regards des naturalistes embarqués dans cette expédition d'Ushuaïa nous permettront de découvrir. Allez. Nicolas Hulot et l'équipe d'Ushuaïa Nature vont aller à la rencontre des Makwa, les habitants du village de Manata sur la côte nord du Mozambique. Avant cela, ils iront à la découverte d'une faune abondante, notamment à Langwa, en Zambie, et dans les profondeurs des eaux d'Afrique du Sud et du Mozambique, où croisent de nombreuses espèces de requins, parmi les plus inquiétantes de l'océan Indien. À Sodwana, à 700 km plus au sud de Bazaruto, en Afrique du Sud, Laurent Balesta et toute son équipe ont commencé des plongées profondes à la recherche du sélacanthe. À plus de 100 mètres de profondeur, cet endroit reste vierge de toute exploration humaine. Peut-il y avoir d'autres animaux cachés depuis la nuit des temps au large de Sodwana, dans le canal du Mozambique? Yeah, that was nice, but a bit long. Yeah. And we didn't find it today. We'll see tomorrow. Yeah. Au fond, tu te sens toujours seul, même profondément seul. Mais tu fais pas d'expédition de plongée profonde tout seul. Il y a vraiment besoin d'une équipe, quoi. Et l'équipe, je l'ai choisie pas forcément en fonction que c'était des super-héros ou des super plongeurs. Moi, je voulais des gens vraiment complémentaires. Jean-Marc, c'est le directeur de plongée, c'est le modérateur. C'est lui, finalement, que je charge de diriger la plongée et à lui de décider le jour où on peut, le jour où on ne peut pas. Cédric, c'est un extraordinaire logisticien, organisateur, et en très peu de temps, il sait mettre en confiance les gens du coin. Peter Tim, il ne nous aurait pas laissé plonger sur les sélacantes si on n'y avait pas bien expliqué qui on était, si on n'était pas venu à plusieurs reprises avant pour négocier, pour qu'il nous laisse plonger, pour qu'il nous fasse confiance. Et puis Yannick, qui est plus discret, c'est un caméraman un peu passe-partout, qui physiquement est increvable. Et mine de rien, ces plongées, elles sont très éprouvantes. Et c'est important de tenir la longueur. Faire une plongée profonde, c'est une chose. Faire des plongées profondes tous les jours pendant un mois, ça en est une autre. Et il faut aussi physiquement être là. On a plongé sur une autre planète. Ouais. Donc voilà, cette équipe se complète très bien. Et puis surtout, ce qui fait la cohésion là-dedans, c'est un certain sens, je dirais, de l'humour ou de la dérision. Parce que à faire des choses déraisonnables, il faut aussi de temps en temps prendre le recul que tout ça est bien dérisoire. Je veux dire, aller photographier le sélacanthe, c'est pas la chose la plus importante dans la vie. Et malheureusement, moi, quand ça commence à m'obséder, je peux très vite avoir l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. Et c'est pour ça qu'il faut une équipe de gens qui aient quand même les pieds sur terre. Et il faut aussi qu'il y ait cette cohésion, qu'on se sente entre amis. Et à ce niveau-là, la mission est réussie. Il est 6 h du matin, la pression monte parce que la plongée a commencé. Je suis déjà en alarme de surexposition à oxygène. Hein. Vous aussi? Moi aussi, ouais.
On plonge trop. On va au matériel, on prépare les recycleurs, la cartouche de chaux, la bouteille d'oxygène, la bouteille de diluant, les bouteilles de ceci, les bouteilles de cela. Enfin, finalement, on a dans le dos, moi j'ai 6 bouteilles de plongée dans le dos autour de mon recycleur. On a, mine de rien, entre 70 et 80 kilos de matériel sur le dos. Quand on est plongeur, mais aussi naturaliste, aller à la rencontre du sélacanthe, c'est la quête du Graal. D'abord parce qu'il est considéré comme la plus grande découverte zoologique du XXe siècle, mais aussi parce qu'il a toujours été inaccessible, trop profond, trop rare. Enfin bref, c'était utopique et dangereux. Mais voilà, du matériel en progrès, 10 ans d'expérience, et aujourd'hui le résultat, c'est qu'un nouvel espace d'exploration vient de s'ouvrir. Ça combien la biome devant? Le monde, 74. Ça commence déjà à faire pas mal de manutention, d'efforts, et puis en même temps, il ne faut pas sortir de sa concentration. Et puis on part sur la plage, là c'est encore une expédition. On s'habille, c'est tout un cérémonial, nos combinaisons étanches, enfin, et je passe les détails de tous les ustensiles pour pouvoir assouvir nos besoins naturels pendant la plongée. Et puis on part. La boule au ventre, elle a commencé le matin au réveil. Quand on s'est réveillé chacun le matin, on s'est dit, voilà, ça y est, aujourd'hui, allez, on repart à plus de 100 mètres de profondeur. On est noué pendant la préparation, on est noué pendant le trajet en bateau, on est noué pendant le positionnement, on est noué pendant la descente. Ce qui me porte depuis l'enfance, c'est aller sous l'eau, voir ce qui s'y passe. Moi, je sens ce parallèle avec les explorateurs des siècles passés qui te parlaient du bord du monde tout le temps. Sur les cartes, on voyait toujours le bord de l'océan, la Terre était plate, puis il y avait le bord du monde, au-delà, on ne pouvait pas y aller. Eh bien, en plongée, j'ai l'impression de voir ce bord du monde reculer année après année. Et puis les années passent, et aujourd'hui, le bord du monde, il est à 100 mètres, il est à 150 mètres, il a même été à 200 mètres une fois. Et voilà, ça me porte. Vérifier les injecteurs diluants, injecteurs oxygène, l'étanche, direct système, les manos. C'est tout bon. De son côté, Nicolas, aidé par le pilote Guy Bertrand Jacquier, décolle en parapente à moteur électrique. Une aile volante quasiment silencieuse, si l'on accepte le bruit de l'hélice. Nicolas a quitté la côte du Mozambique pour rejoindre 30 km plein est l'île de Benguera, une des 5 îles principales de l'archipel de Bazaruto, où l'attend le biologiste Vincent Prier. Ah là 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 là! Un des très grands décors de la planète. Oh là là. Un endroit exceptionnel quand la nature fait des œuvres éphémères. Les noces de l'océan et du sable.
canal de Mozambique. Quand même un endroit mythique. Pensez que Vasco de Gama, peut-être pour le pire des Africains d'ailleurs, mais en tout cas c'est dans ces coins-là qu'il a accosté le Mozambique, ce qui a conditionné l'histoire et la colonisation portugaise. Bazaruto, ces 5 îles qu'il y a 25 000 ans se sont séparées de la grande île ou de l'Afrique tout simplement. Et ces îles qui ont été épargnées de la série de malédictions qui a frappé le Mozambique depuis la guerre d'indépendance, les guerres civiles, les famines, les inondations, et a forcé les habitants, les quelques milliers d'habitants, à revenir en autarcie. Et regardez ces pêcheurs